Bonsoir. Au sommaire, un petit retour sur les confiseries de Noël, du sport, basket et tennis, une plante médicinale un petit peu particulière ce soir, un retour sur les volailles festives, mais pour commencer, nous recevons Bob Louison. Bonsoir Bob, Bonsoir Pascal. qui vient nous parler des nouvelles aventures d'Ariane. Effectivement, l'année dernière, je vous avais proposé, je dis l'année dernière, c'était peut-être même en février, en janvier, pardon. J'avais proposé un roman qui s'appelait Ariane ne perd pas le fil, l'histoire d'une petite fille de CM2 qui découvre que dans le château dont son père est le gardien, il y a quelqu'un qui se glisse nuitamment. Donc c'est une enquête un peu policière. Et cette année, pendant les vacances, donc, j'ai écrit ce qui pourrait être considéré comme la suite, mais enfin ça peut se lire indépendamment. C'est-à-dire Ariane prend le large, Ariane est en vacances en Andalousie, ce qui permet de découvrir l'Andalousie, qui permet de découvrir le voyage depuis la France, puisque théoriquement elle habite à Biscarrosse, depuis Biscarrosse jusqu'au sud de Séville. Et là, il va y avoir une autre aventure policière, avec bien entendu la garde civile, des bateaux, des mystères, enfin tout normalement pour intéresser les enfants de 9 à 13 ans. Est-ce qu'il y a comme dans tes romans un petit peu de rapport avec un petit peu de culture, l'histoire Oui, 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 bah toujours. Bah, c'est-à-dire que enfin, ceux qui connaissent mes romans policiers savent que comme mon personnage féminin fait partie de la brigade du patrimoine, à chaque fois il y a une relation avec la peinture, avec la sculpture, avec l'art en général. Et donc, dans ces petits romans pour enfants, j'essaie d'instiller un petit peu de culture, mais à dose homéopathique. Mais bon, ça permet de découvrir certaines caractéristiques de l'architecture, de découvrir aussi des petites choses techniques en ce qui concerne la navigation, par exemple. Donc c'est pas uniquement de l'aventure pure et dure ou de l'heroic fantasy. Hein, c'est ancré vraiment dans le quotidien, dans ce que les enfants font, parce que j'en ai un sous les yeux que je vois comment ils se comportent. Donc le WhatsApp, les enregistrements de vidéos, les etc. selfies? Les selfies, bien entendu. Et donc on la suit sur son trajet jusqu'en Andalousie, Voilà, on c'est la ça? suit, et puis après, comme elle découvre l'Andalousie, elle va trouver une petite, elle va se faire une copine avec la voisine de l'endroit où elle va, et là, il va y avoir une aventure avec toute la pandilla, comme on dit en espagnol, toute la bande de copains et de copines qui ont tous entre 9 et 13 ans, quoi, l'âge auquel est destiné le livre. Justement, tu as utilisé un mot espagnol. Je crois que tu l'as écrit, tu l'as distribué en espagnol, je crois, d'abord ce Oui, bouquin. oui, oui, oui. Ben, enfin, on le voit peut-être là devant, là, Rumbo al Sur. Hein. Donc, c'est la version espagnole. Bon, disons que pour des adultes qui souhaiteraient lire de l'espagnol, c'est accessible. C'est pas trop compliqué. Euh, et ça, c'est le travail de Françoise Louison, mon épouse bien aimée et bien connue. D'accord. Voilà. C'est elle qui a fait la traduction. C'est elle qui fait les traductions de tous les romans, oui, de tous les romans. Très bien. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces bouquins? Alors, pour l'instant, ils sont dans les deux librairies d'Agetmo, hein, chez Lafite et à la Maison de la Presse. Ils sont aussi chez Lacoste et chez Caractère à Mont-de-Marsan. Et j'espère qu'ils vont être ailleurs dans le futur, parce que le dernier, là, Ariane prend le large, je l'ai reçu avant-hier. Donc, il est tout frais, il sort du four. Bon, de toute façon, je suis certain qu'il y aura un grand succès, autant que pour le premier. Ben, Moi, de mon côté, souhaitons-le. je vais essayer de le lire en français, si tu veux bien, Bob. Je ne vais pas prendre de risques. Bon, Voilà. ben, je ferai la dédicace. Bon, je te remercie beaucoup. Attends, il y a une chose aussi qui est importante sur les bouquins, c'est les illustrations. Parce que bon, c'est vrai que la couverture est très très jolie. Il y a aussi des très belles illustrations tout au long du livre. Qui c'est qui tu les a fait? Bah, effectivement, là, c'est une amie de Françoise, hein, une amie de lycée qu'on a retrouvée tout à fait par hasard à côté de là où on passe nos vacances en Espagne, et qui a toujours été passionnée de dessin et qui a fait ces très jolis dessins. Hein. Elle s'appelle Bernadette Léost, dite Dadé, et dans le livre, il y a une douzaine d'illustrations. Voilà.
Et elles sont vraiment très très réussissies. Elles sont très mignonnes, ça va très bien Sont... sûrement pour un bouquin enfantin un petit peu, enfin de adolescence on peut dire. Tu féliciteras Dadé de notre voilà, part. J'y manquerai pas. En cette période de Noël, nous sommes allés à la rencontre d'un éleveur de volailles festives. Parole d'un passionné. Je suis éleveur depuis 1995. C'est l'année de mon installation suite à la reprise de l'exploitation de mes parents. Et je me suis installé donc sur des bovins viande. Et j'ai aussi à l'époque mis en place l'atelier volaille liberté. Voilà. Donc ça fait 22 ans que j'élève de la volaille. Alors, j'élève donc du poulet liberté, essentiellement. Aussi, en produit festif, j'élève du chapon traditionnel. Quelques pentades et quelques pentades chaponnais aussi. Mais ça représente un très faible volume. Et alors, tu viens de me dire que tu élevais des poulets et des chapons. Oui. Tu peux me parler des chapons plus particulièrement? Ça se passe comment l'élevage des chapons? Alors, l'élevage des chapons, c'est une affaire un petit peu sentimentale. Les chapons, ça s'élève, on les reçoit, enfin moi je les ai reçus pour ma part en début juillet. Ensuite, donc on les démarre de la même manière que l'on démarre des poulets sur les 4 premières semaines. Puis ensuite vient une intervention qui s'appelle le chaponnage. Alors le chaponnage, qu'est-ce que c'est? C'est l'ablation des parties génitales des mâles, ce qui après permet aux animaux de s'engraisser et d'avoir une chair bien plus tendre que si ça avait été par exemple un coq. Un coq en vieillissant devient dur et pas forcément gustativement exceptionnel. Chose que le chapon, lui, en étant castré, et ça lui permet d'avoir une chair très tendre et très savoureuse et d'avoir un état d'engraissement bien plus élevé. Voilà. Et un chapon, ça pèse combien? Alors, comme partout, il y a des individus qui sont légers et d'autres qui sont lourds. Bon, moi je dirais que cette année, j'ai des chapons qui pèsent en moyenne 5 kg, vivants. Mais il y en a qui sont autour de 4 et d'autres autour de 5, quelquefois plus. J'en ai attrapé encore ce matin qui pesait les plus costauds, il pesait 5,8 kg. Voilà. Et c'est quoi la différence entre des chapons et des poulardes? Alors, le chapon et la poularde, bon, l'un c'est un mâle, l'autre c'est une femelle, bien sûr. Et le chapon, c'est en qualité gustative viande, je dirais que la poularde et le chapon sont proches. La poularde, c'est une femelle, un poulet femelle, qui elle, est élevée pendant 4 mois et demi. Mais elle est plus légère. C'est essentiellement la grande différence. Gustativement, on ne peut pas dire qu'il y ait une très grosse différence. Voilà. Après, il y a effectivement pas l'action de chaponnage par rapport au mâle, mais la façon de l'élevage est identique. Voilà. C'est des volailles qui sont terminées le dernier mois avec de la poudre de lait. La poudre de lait qui permet d'engraisser, de rendre une chair plus tendre, plus blanche et plus savoureuse. Mais les deux sont élevés de la même manière. Et la pentade chaponnais est élevée à peu près de la même manière? Très ressemblant, hormis que les chaponnais plus tard. Parce que la pentade mâle doit être plus âgée pour retrouver les parties génitales pour pouvoir les castrer. Et les chapons, tu les commercialises, enfin chapons, poulardes, les volailles Oui. en général, tu les commercialises comment? Alors, je commercialise en très grande partie sur le marché d'Agenmo et j'en fais aussi quelques-uns pour les établissements d'Andieu à Agenmo. Voilà. Qui m'en prend, c'est un contrat verbal avec les établissements d'Andieu depuis très longue date. Voilà. Mon exploitation elle est située à Agenmo sur la route d'Orthès. Pour ceux qui connaissent, c'est juste en face de l'Intermarché et des établissements Renault.
Et mes élevages, ils sont en partie sur le corps de ferme, mais j'en ai aussi un peu plus loin parce que bon, ça demande quand même une certaine place. Lorsque c'est du liberté, il ne faut pas que les animaux de différents âges se croisent, donc j'ai en réalité 3 sites d'élevage. Voilà. J'ai des volailles, j'élève en grande partie mes volailles sur des parcours boisés et qui jouxtent des prairies ou des champs de maïs. Voilà. Ou tournesol, enfin, ça dépend de l'assolement, quoi. La polyculture veut dire quoi? Ça veut dire que je produis du maïs, que je produis du blé, que je produis du soja et du tournesol. Toutes ces matières premières, je m'en sers en partie pour élever mes volailles. Donc j'ai ma fabrique d'aliments dans laquelle j'incorpore tous mes produits de base, mes matières premières. L'excédent, je le commercialise par le biais d'une commercialisation classique, quoi. Voilà. Mais en premier lieu, j'utilise tout ce que je produis. Voilà. Donc tu as des volailles d'une finesse et d'une qualité au top. Normalement, oui. Oui, on fait tout pour. Ce soir, Gisèle nous présente une plante médicinale un petit peu particulière. Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous nous rapprochons des fêtes de fin d'année. Et parce qu'on se rapproche des fêtes de fin d'année, on a un petit peu laissé de côté les plantes aromatiques et on va vous parler d'un arbre. Un arbre qui peut aller de 20 à 50 mètres, qui a plus de 1000 ans. Enfin, ils peuvent vivre jusqu'à 1000 ans, mais il y en a. C'est un arbre extraordinaire, magique, par sa beauté, et puis par ses vertus aussi. C'est un miraculé. Pourquoi il est miraculé? Parce qu'en 1945, les États-Unis et le Japon se faisaient la guerre. Et vous le savez tous, les Américains ont lancé des bombes sur Hiroshima. Tout fut détruit. Les gens moururent par milliers et il en meurt encore. Et cet arbre dont je vous parle, le ginkgo biloba, a résisté. C'est un miraculé. Il est toujours là, il est toujours présent et on peut le cultiver partout. Il est magnifique. Vous verrez ça. Plantez-en chez vous. Les Japonais le vénéraient avant la bombe d'Hiroshima et par la suite, comme il a résisté, qu'il a encore poussé, les chercheurs, si vous voulez, se sont posés des questions et se servent de cet arbre encore, ils s'en servaient avant, pour soigner. Ils soignent énormément de choses avec des feuilles qui sont rondes de l'arbre. Ils se servent des feuilles, ils se servent des fruits, mais les fruits ne viennent pas tous les ans. Alors cet arbre est appelé l'abricotier d'argent, parce que justement, ces petites boules ressemblent... Alors, ça se dit yin-shing. Voyez-vous, c'est pas trop difficile. L'abricotier d'argent. On l'appelle aussi l'arbre aux 40 écus. Parce qu'un Français l'a acheté en anglais, 40 écus. C'est tout simple. Alors, aujourd'hui, les chercheurs savent qu'avec cet arbre, on peut trouver des médicaments, on fait des recherches pour traiter le cancer. Eux-mêmes déjà soignent énormément le cancer avec ça. Mais il y a des recherches. Et c'est le grand espoir. Et c'est une histoire de Noël, c'est une histoire de fin d'année que je trouve très très belle. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire toutes ses vertus, mais alors contre ou pour la maladie d'Alzheimer et tout ce qui touche le cerveau, c'est extraordinaire. Les énergies pour les convalescences, l'anti-vieillissement, donner plus d'immunité au corps, tout ça, c'est le ginkgo biloba. Il est magnifique. Plantez-en, ça pousse très 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 bien. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et à bientôt. Le Père Noël avait dépêché ses lutins samedi soir à Doisite à l'occasion du derby HDC cadet de Charlos. Numéro 11, Yvonne
12. Et Albert Rossima. Clément Rappel. Coach Nicolas Lacole. Assistant Ben Réunion. Le début du match, j'avais à dire qu'il faut, sans rien d'extraordinaire, mais concentré. Et je ne sais pas pourquoi, on s'est vu trop beau, trop tôt. On s'est relâché. Cette équipe de Gauja qui a besoin de points est venue ici, je pense, sans aucun complexe. Et on les a laissés se mettre en confiance. Ils ont trouvé de l'adresse. Et nous, on a balbutié notre basket. Voilà, alors, j'avais pas prévu de m'agacer comme ça ce soir. Il a fallu un petit peu remettre quelques détails en place à la mi-temps. Et tout est rentré dans l'ordre petit à petit dans le match. Et on a pris le match. Et c'est très bien de finir cette première partie de saison avec une victoire à la maison. Noël au chaud. Exactement, Noël au chaud. Bonne fête à tous. Le tournoi d'hiver du tennis club AG de Mouciens s'est terminé ce week-end. Mais ce tournoi s'est passé très bien. Donc, il s'est déroulé dans des conditions exceptionnelles, donc dans nos installations couvertes, sur un mois avec des inscrits, un nombre d'inscrits important, au moins légèrement supérieur à celui de l'année dernière, avec 175 inscrits, dont 145 hommes. Et cette année, de manière exceptionnelle, nous avions eu 30-35 femmes inscrites au tournoi. Alors les bénévoles sont des piliers totalement importants. Sans eux, c'est absolument impossible de réaliser ce tournoi. Il y avait environ 6 bénévoles presque permanents, enfin, qui tournaient par deux tous les 2 jours. Donc c'est vraiment le pilier de ce genre de manifestation. Oui, alors nous avons beaucoup de sponsors qui nous soutiennent, qui soutiennent cette action sportive qui monte en niveau d'année en année. Et ces sponsors sont aussi très importants pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de cette manifestation. Ce niveau est plus élevé que l'année dernière. Ça fait donc le 3e tournoi hivernal que nous réalisons. Et cette année, nous avions inscrit 4 premières séries, 4 joueurs nationaux. Et nous avions un nombre de joueurs en première série qui était absolument hallucinant. On était à plus de 40 joueurs du niveau première série. Enfin, voilà, excessivement bon. Et a gagné sur le tableau féminin Julie Bousseau, qui jouait contre Ambaye. Voilà, un match qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions aussi, très beau match. Et puis une Julie Bousseau, comme à son habitude, excellente. Donc se joue la finale homme
à l'instant, donc monsieur de Schepper de Saint-Germain-de-Puche et monsieur Desclois de Marignane. Eh bien, la dotation pour les vainqueurs est construite sur un modèle lié aux inscriptions, lié au nombre d'inscriptions des participants. Donc, comme depuis les deux premières années, les deux premières éditions, nous avons eu très peu d'inscriptions féminines, celles-ci ne supportaient absolument pas les dotations qui étaient affectées. Donc, on était à une quinzaine de joueuses inscrites à 17 €. Vous voyez bien que le montant qui est généré est beaucoup trop faible pour assurer l'équilibre des finances d'un tel tournoi. Pour les filles, nous avions prévu donc de faire des cadeaux et les hommes ont une dotation pour le vainqueur de 1 000 €, 500 € pour le finaliste. Mais bien entendu, nous avons 150 hommes, environ 145 hommes inscrits dans le tournoi, et ce qui permet largement de supporter ce niveau de dotation. Oui, bien des projets pour l'an prochain. Déjà sur cette problématique de dotation, vu le nombre, parce que malgré l'absence de dotation cette année, nous avons eu beaucoup plus d'inscrits cette année que l'an dernier, et on peut en revoir la possibilité de remettre une dotation pour les filles dès l'année prochaine. Nous avons quand même clairement pour objectif d'équilibrer ces dotations, mais si l'équilibre financier est atteint au niveau du bulletin, du tournoi, et donc ça pour nous ça reste notre objectif principal. Sur le tournoi, conserver ce niveau-là est déjà exceptionnel en Aquitaine. Donc on va se battre pour conserver ce type de niveau pour le tournoi prochain. Et donc c'est Saint-Germain-de-Puche. Et le vainqueur de l'édition 2017, Clément Desclois. Combien Desclois, pardon. C'est maintenant ou jamais, voici une rediffusion d'une recette de confiserie de Noël de Jean-François Devineau. Bonjour Jean-François. Bonjour Françoise. Alors, nous allons commencer une série de recettes en relation avec les fêtes de fin d'année. Absolument. Alors cette saga, je dirais, sera basée de confiserie, oui, de bûches de Noël et de galettes des rois. Donc en toute première partie, nous allons commencer par la confiserie. Donc je vous ai concocté des confiseries simples à faire, oui, mais très agréables à manger. Des truffes donc faites maison, hein, ménagères. Oui. Plus après des fruits déguisés, donc c'est-à-dire nous prendrons des dattes, des pruneaux et des clémentines, oui, que nous habillerons de pâte d'amande ou de sucre caramélisé. Voilà. Donc on va commencer par cette série, et la première chose à faire sera les truffes. Alors, pour faire les truffes, recette simple, de la crème, du chocolat, chocolat noir et chocolat au lait, que l'on mélange ensemble. Oui. Je vais faire chauffer la crème, mais pas trop chaude, de façon à commencer une cristallisation rapide. Pour avoir une crème, donc je dirais pas bouillante, je vais accélérer le processus de fonte en mettant le chocolat à fondre un peu au micro-ondes. Au micro-ondes, absolument. Voilà, ça commence à faire comme une pâte, ouais, mais ce n'est toujours pas assez. Hein. Donc là, ce que je disais, j'accélère ce côté fonte en mélangeant les parties fondues chaudes avec les parties non fondues. D'accord? Donc encore une petite minute. Je pense qu'on devrait être pas trop mal maintenant. Bon, ouais. Ah, ouais. Voilà. Ouais, là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc, maintenant que le chocolat est fondu, je vais me permettre de chauffer la crème. Jamais avant. Parce qu'elle peut être trop chaude.
Et quand je vais faire les mélanges, ben, on mettra du temps à pouvoir, parce que les truffes, on va les faire à la poche. Je vous montrerai, vous essaierez. Donc je mélange comme ça, je fais tourner la crème dedans, de façon à ce qu'elle chauffe uniformément. Voilà. Là je le vois, ça fait un tout petit peu de fumée, c'est bon. Ouais, ça suffit. J'arrête et je vais verser en 2 fois la crème. Première fois, de façon à démarrer cette émulsion. Voilà, comme ceci. Donc toujours mélanger à l'intérieur et pas avec un fouet parce qu'on incorpore de l'air. Et l'air est l'ennemi de la truffe ou du chocolat à ganache. Donc on mélange toujours uniformément. Et puis on va mettre la deuxième partie, Françoise. Voilà. Super. Et je vais finir cette émulsion. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un aspect très brillant. Ouais. Très élastique, ce qui veut dire que notre mélange chocolat et crème, donc ce qu'on appelle l'émulsion, a bien fonctionné. C'est très important parce que ça vous donnera des truffes qui resteront, vous pourrez les conserver, je dirais, entre 1 semaine et 10 jours au réfrigérateur sans que ça moisisse ou autre chose. Pour mettre le beurre, j'ai un beurre, ce qu'on appelle un beurre pommade. Je vais prendre une partie de ma crème que je vais écraser avec ce beurre. Et je vais lui donner la même consistance. C'est-à-dire une consistance, je dirais, de beurre pommade. Ah, d'accord. Donc vous voyez, là on commence à avoir un petit peu un aspect comme à la base. Ouais. Il reste encore quelques morceaux de beurre. Il vaut mieux perdre 30 secondes de plus et avoir un mélange hyper homogène que de vouloir aller trop vite et puis avoir quelque chose de raté. Ouais, Tout est correct. Donc, ouais, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, parfait. on a fini. Et je vais finir l'émulsion avec le beurre. Ça n'a pas cristallisé, c'est-à-dire ça n'a pas commencé à durcir. Donc la texture un petit peu d'un beurre ou d'une crème au beurre, il faut avoir la texture d'une crème au beurre, de façon à pouvoir le mettre dans une poche et faire des petites boules prêtes à être roulées dans le cacao après. Donc, et après, on mettra au réfrigérateur. Après, on le garde au réfrigérateur, absolument. En attendant que ce mélange durcisse un petit peu, je vais le mettre dans une pièce un petit peu plus fraîche et on va faire nos fruits déguisés. D'accord. Alors, pour les fruits déguisés, j'ai pris des pruneaux dénoyautés, Oui. des dattes dénoyautées. Je vais prendre une pâte d'amande, donc à 50% d'amandes dedans. Oui. Toujours prise, l'idéal c'est de demander chez un pâtissier. Ah oui. Hein, donc toujours pareil. Laborde, Pâtisserie Laborde à Saint-Sevé qui m'a gentiment dépanné. Et je vais faire un boudin. Alors pourquoi je l'étale uniformément? C'est pour tailler des petits morceaux réguliers. Ah oui. Voilà, donc là je vais tailler à peu près une vingtaine de morceaux. Alors, pour être régulier, il suffit simplement de prendre le milieu du milieu. Ce qui nous donnera après la répartition. On va prendre une date que l'on va ouvrir légèrement comme ça. On va un petit peu lui donner une petite forme ovale, comme ceci. Et on va garnir l'intérieur de la date avec cette... Okay. Voilà. Ah, c'est joli. Voilà. Donc là, on a notre fruit déguisé. Et si on veut marquer la date, alors on va prendre la passoire, si vous voulez me la faire suivre. Et je vais prendre le quadrillage. Ah oui. Ah, De façon à avoir... Alors, je n'ai pas mes lunettes, mais ça fait une petite marque. Avec le pruneau, on va faire pareil. Donc le pruneau, on va l'inciser légèrement. Voilà. L'important, c'est d'avoir le fruit et la pâte d'amande en dégustation. Après, si on ne veut pas mettre de... Essayez de faire épouser la pâte d'amande. Voilà. Qu'on la confonde au pruneau. Vous voyez? Comme ceci.
Bien, alors maintenant le caramel. Donc là, nos fruits sont prêts. On va attaquer le caramel. Donc, on va faire fondre petit à petit du sucre pour lui donner une couleur caramel. Voilà, donc je commence à mettre un peu de sucre au fond de la casserole. Je vais le laisser fondre et je vais le réalimenter au fur et à mesure de façon à avoir une couche assez importante de caramel pour pouvoir tremper tous les fruits dedans. Caramel assez clair, parce que si c'est trop foncé... Et oui, parce que la dernière fois, quand on a fait la tarte tatin, hein, vous avez bien expliqué qu'il faut faire attention que le caramel ne devienne pas trop foncé. Pourquoi? Parce qu'il serait beaucoup plus amer. Donc là, il vaut mieux faire fondre tout doucement. Alors ce caramel, il ne sera jamais perdu, hein. Si jamais on n'utilise pas tout, on peut le garder et s'en servir pour aromatiser des crèmes, pour refaire une tatin éventuellement. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques cure-dents et je vais commencer à piquer quelques fruits. On va commencer à tremper quelques mandarines dans le caramel. Et une petite dernière et puis c'est bon. D'accord. Alors, j'ai mes truffes. Donc ils commencent à avoir une consistance, je dirais, de mayonnaise. Donc je vais les pocher. Je prépare. Et logiquement, je peux en faire une petite trentaine. Ouais, c'est super, non? Ouais. Voilà. Et je vais les laisser durcir un tout petit peu plus de façon à pouvoir les rouler dans le sucre glace et le cacao. Voilà. Alors, on va continuer notre truffe terminée, oui. Donc on va mettre une partie de cacao poudre et une partie de sucre glace. On met à peu près moitié-moitié. Oui. De façon à éviter d'avoir une trop grosse amertume. Et donc, je vais tamiser. Ah oui, Je vais, donc ça on le garde, oui. Très important, à côté. Voilà. Donc je vais mettre des truffes et je vais commencer à les répartir dedans. Donc, ce que je fais, ouais, on les roule. Hein. Je les roule bien, comme d'hab. Et après, une fois que ça sera, on les retape et comme ça nous fait les truffes. Donc là, ça va très vite, hein. Il suffit simplement de prendre les truffes fraîchement décollées. On va les rouler. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir commencer à les disposer en présentation sur l'assiette. Comme vous avez pu voir, des truffes en plusieurs étapes dans le cacao, tamisées avant de les déposer sur un plat ou dans un sachet, et toujours les conserver dans un frigo. Voilà, donc notre partie confiserie simple est terminée, hein, très facile à faire. Très facile, oui. Donc nous vous souhaitons une très bonne dégustation
amusez-vous bien, puis rendez-vous pour d'autres aventures pour la bûche de Noël et la galette des rois qui viendront compléter cette présentation de fête de fin d'année. Donc bonne dégustation et puis rendez-vous pour d'autres aventures sur Canal Achat et Food & Chef. Et merci beaucoup. Merci Françoise, au revoir. Toute l'équipe de Canal Achat se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.